Je suis née à Addis, d'un père éthiopien et d'une mère française. J'ai fait toute ma scolarité au lycée Gabra Mariam d'Addis Abeba, où j'ai obtenu un bac scientifique. Je suis ensuite allée en France pour suivre mes études universitaires, où j'ai fait des études de physique théorique. Et j'ai adoré mes études, mais je ne me voyais pas passer une carrière dans la recherche ou dans les labos. Je savais que je voulais toujours revenir en Éthiopie et contribuer au développement. Donc après la France et un passage à New York, je suis revenue à Addis et avec des amis on a fondé une société qui fournissait des services technologiques et de paiement électronique. On a eu un parcours un peu bousculé parce que l'administration à l'époque n'était pas très focalisée sur les innovations, la technologie et l'éthique. Donc nous avons un peu ramé, mais nous avons aussi eu des succès. On avait 800 employés et je pense que nous avons aussi largement contribué à la définition des normes dans le secteur digital et dans le changement des mentalités pour le digital. Après 15 ans dans le secteur privé et en 2018, après le changement d'administration, et surtout en comprenant ce qu'étaient les priorités de cette administration, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de passer dans le secteur public. Et donc j'ai rejoint le ministère de l'Innovation et de la Technologie, où j'ai mis en place un programme national de transformation numérique qui a abouti à la ratification de la stratégie nationale digitale qui s'appelle Digital Ethiopia 2025. Et il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai rejoint le bureau du Premier ministre et je suis conseillère pour la mise en place de la stratégie digitale. Les femmes sont au cœur de la vie et de la société éthiopienne et l'ont toujours été. Historiquement, nous avons eu des femmes remarquables, en commençant par la reine de Saba. Une légende peut-être, mais une femme quand même. Nous avons eu des femmes qui ont joué un rôle considérable pour la protection de la souveraineté du pays, comme l'impératrice Taitu. Et nos cultures sont assez intéressantes parce qu'elles n'obligent pas, par exemple, la femme à changer de nom quand elle se marie. Où la loi protège les propriétés des femmes, même après le mariage. Donc, cette connotation que a le mariage, dans le sens où quand une femme se marie, elle devient propriété d'un homme, n'existait pas vraiment. Et cette histoire des femmes, malheureusement, n'est pas très bien documentée. Peut-être parce que l'histoire est écrite par des hommes. De nos jours, les femmes ont des tâches très difficiles et souvent elles sont elles ont des salaires moyens très bas, ou du moins beaucoup plus bas que les hommes. 80% de 80% de notre population est rurale. Donc des familles paysannes. Et la condition de la femme et des filles dans les milieux ruraux est très précaire. On entend des histoires, on sait des histoires horribles de mariages précoces, d'abus sexuels, d'excision, de prostitution, d'abandon d'école pour aider la famille économiquement. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les lois ont évolué. Il y a beaucoup de femmes formidables, et d'hommes aussi d'ailleurs, qui se battent pour cette cause et qui ont fait évoluer la loi aussi bien criminelle que civile. Et aujourd'hui, par exemple, le mariage précoce et l'excision sont interdites et sont sévèrement punies par la loi. Avec l'arrivée de notre Premier ministre, il y a eu une petite révolution pour les femmes. On a gagné la parité dans le gouvernement et nous avons des femmes, une femme chef d'État,
donc des femmes dans les plus hautes institutions, ainsi qu'à la Cour suprême. Donc je viens de parents très progressifs. Du côté de ma mère était une rebelle. Elle vient d'un petit village de France qui, à un moment donné de sa vie, a décidé de s'émanciper et de partir en Afrique, en Éthiopie. Épouser un homme qui ne ressemblait à rien de ce qu'elle connaissait, ni culturellement, ni physiquement. Mon père vient d'une famille très traditionnelle, donc très peu d'éducation, un mariage forcé à 14 ans. Et il était d'Azbatafari et a déménagé à Diredawa, qui à l'époque était une ville très cosmopolite. Donc ça lui a ouvert les yeux et a très vite réalisé qu'il vivait une vie qui ne lui appartenait pas. Donc à 20 ans, a quitté le foyer familial et est arrivé à Addis Abeba. Et 10 ans après, a rencontré ma mère et a épousé une Falange. Donc ils nous ont élevés, ma sœur et moi, en nous disant que le monde nous appartenait, qu'il n'y avait aucune limite à ce qu'on pouvait faire ou où on pouvait aller ou ce qu'on pouvait devenir. La seule condition, c'était notre éducation. Ils étaient très, très fermes sur le fait qu'on devait être éduqué. Et je pense que souvent, mon père faisait allusion au fait que le mariage ou la présence d'un homme dans notre vie devait être un choix qui nous rendait heureuses, mais surtout pas un choix économique. Donc c'est seulement très tard que j'ai compris la discrimination entre les femmes, ou la discrimination, ce que la discrimination envers les femmes voulait dire. Donc, pour vous dire une petite histoire, en arrivant à l'université en France, j'étais donc dans une filière maths et physique. Et en première année, je rentre dans l'amphithéâtre et le prof me regarde et me dit non, vous vous trompez de filière. La filière bio est dans le bâtiment à côté. Et là, je le regarde complètement dans l'incompréhension et je lui dis mais je ne suis pas en bio. Et je regarde autour de moi et je vois que dans l'amphithéâtre, il devait peut-être y avoir 70 étudiants. Et sur 70 étudiants, on était 2 filles. Donc pour cet homme, c'était complètement incompréhensible que je puisse être dans une filière comme ça. Et là, donc après l'incompréhension, la rage, mais heureusement cette rage s'est très vite transformée en une force qui m'a en fait permis d'ignorer ce genre d'attitude et ce genre de comportement. Mais je ne dis pas que de temps en temps, encore aujourd'hui, ce genre de comportement m'énerve. Non, pas du tout. Au contraire. Aujourd'hui, dans le monde où l'on vit et où l'on évolue, et surtout par rapport à la quatrième révolution industrielle, je pense que la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes, qui est essentiellement physique et hormonale, n'a plus d'importance. Ce qui est important, c'est d'être éduqué, d'être intelligent, ou d'être créatif et innovant. Et ces capacités n'ont pas d'hormones ou n'ont pas besoin, ne requièrent pas des forces physiques. Je pense que ce qui est vraiment important aussi, ce sont les mentalités. Et la seule façon de faire évoluer les mentalités, c'est d'abord d'en parler, donc d'aborder le problème, d'en débattre, de faire évoluer. Pour faire évoluer, ces débats doivent faire évoluer les lois, mais aussi, très important, faire évoluer nos cultures et nos traditions. Je pense que c'est très important que les hommes participent à ce débat et s'impliquent davantage dans ce débat. Nous représentons plus de 50% de la population mondiale. Donc n'importe quel homme intelligent et progressif va
va comprendre que si on ne donne pas la possibilité aux femmes de jouer un rôle important dans la vie, dans les domaines économiques, dans le social, dans l'environnemental et politique, nous ne parviendrons pas à un développement durable. C'est une très bonne question parce que ce sujet et les inégalités commencent dans l'enceinte familiale. Donc ce que je dis, ce que c'est important de donner autant d'affection aux petits garçons qu'aux petites filles. Il faut arrêter de dire aux garçons « Non, ne pleure pas, non, n'aie pas peur parce que tu es un garçon ». Non, ça il faut arrêter. C'est la suppression de ces émotions dans le genre masculin qui remplit le monde d'ego. Et plus l'ego d'un homme est faible, et au plus il représente un danger pour la société. Et aux petites filles, ce que je veux leur dire, c'est que c'est possible. C'est possible d'être chef d'État, c'est possible d'être PDG d'une société, c'est possible d'être dans les sciences et d'aller dans l'espace. Et que non, elles ne doivent pas faire de compromis, elles ne doivent pas prétendre qui elles ne sont pas pour pour s'intégrer dans la société ou pour avoir l'attention d'un homme ou satisfaire un homme. Et si elle a peur d'intimider les hommes, ce que je veux lui dire, c'est que il faut qu'elle s'assure de s'entourer d'hommes qui ne sont pas intimidés par la brillance et la beauté des femmes. C'est eux les vrais hommes, et les autres, il va falloir les éduquer.